Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire public de la Commission de la santé mentale du Canada qui porte sur la santé et la sécurité psychologique en milieu de travail. Je m'appelle Liz Wickfull et je suis courtier de connaissances à la Commission. Je suis très heureuse d'être votre hôtesse aujourd'hui. Ce webinaire durera à peu près 1 heure et sera enregistré. Nous sommes enchantés de vous présenter aujourd'hui ce séminaire qui est intitulé « Entamer une démarche ». La norme nationale sur la santé et la sécurité psychologique au travail. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler quelques règles importantes. Assurez-vous de régler la taille de l'écran pour que vous puissiez voir la fenêtre de dialogue à droite. Vous avez les possibilités de poser des questions au moyen de la fonction questions et réponses ou chat qui se trouve dans le coin droit inférieur de l'écran. Les présentateurs répondront à vos questions à la fin du webinaire. Bon, je pense qu'on est prêt et on va commencer. Aujourd'hui, je discuterai avec deux invités importants. M. François Legault, directeur national de services d'aide aux employés à la direction des services de santé spécialisés à Santé Canada. M. Legault a joué un rôle de premier plan dans ce dossier à titre de membre clé du comité technique à qui la tâche de concevoir la norme a été confiée. Mme Catherine Barry est directrice principale ressources humaines et administration à Lundbeck Canada. Lundbeck a commencé à implanter la norme nationale et Mme Barry va nous parler de leur expérience. Bienvenue à vous deux. Voici l'aperçu de la présentation aujourd'hui. Premièrement, je vais parler brièvement du contexte pour la norme nationale. Après, François Legault va parler de la norme et comment les organismes peuvent entamer la mise en œuvre. Troisième, Catherine nous parlera de l'expérience jusqu'à maintenant de Lundbeck en utilisant la norme. Et finalement, on répondra à vos questions. Vous pouvez nous poser vos questions au moyen de la fonction questions-réponses et chat qui se trouve dans le coin droit inférieur de l'écran. Alors, n'hésitez pas à parler de votre expérience et nous poser des questions. Bon, pour commencer, la norme nationale du Canada pour la santé et la sécurité psychologique au milieu de travail peut être téléchargée sur les sites de nos partenaires, le groupe CSA et le Bureau de normalisation du Québec. Cet outil vise à aider les employeurs à préserver la santé mentale dans les milieux de travail. Comme vous le savez probablement déjà, la norme a été publiée en janvier cette année. Qu'est-ce qui a mené la création de la norme? Durant des années, Bill Wilkerson et Michael Wilson ont préparé le terrain par la biais de la table de consultation du monde des affaires sur les dépendances et la santé mentale. La Commission de la santé mentale du Canada a vu le jour en 2007. Elle a mandaté un expert, Dr. Martin Shane, de préparer une série de rapports qui sont aujourd'hui disponibles sur son site web. Martin Shane a observé que dans cette sphère du droit, les employeurs sont de plus en plus jugés responsables d'assurer la sécurité psychologique de leur milieu de travail. Même si les employés et les employeurs avaient accès à des outils, il fallait poursuivre le travail. On a convenu que l'absence de ligne directrice applicable à l'ensemble du pays était un problème. En clair, rien ne permettait de travailler de manière systématique vers la mise en place d'un milieu de travail sain pour le plan psychologique. Des partenaires se sont réunis en 2009 à l'occasion d'une conférence à laquelle ont participé des représentants des milieux patronaux et syndicateurs, des cliniciens et d'autres parties intéressées. De façon unanime, ils ont établi qu'une norme sur la santé psychologique au travail s'avérait nécessaire. Au début de 2011, on a convenu d'entreprendre le développement d'une norme canadienne. La norme a été élaborée en vertu d'un processus consensuel. Elle a été accréditée par le Conseil canadien des normes avant sa publication. La santé mentale en milieu de travail figure parmi les 5 volets prioritaires de la Commission.
La stratégie en matière de santé mentale pour le Canada proposée par la Commission estime que les milieux de travail doivent être rendus plus aptes à aider les personnes qui éprouvent des problèmes de santé mentale au travail. Voilà pourquoi la Commission a chapeauté l'élaboration d'une norme d'application volontaire dans ce domaine. Nous avons surtout travaillé à faire adopter la norme en donnant une vitrine à des milieux de travail qui ont adopté la norme. Ils ont présenté le témoignage dans des capsules vidéo d'une à deux minutes. Aujourd'hui, nous entreprenons une étude de cas qui explorera ce qu'ils font les milieux de travail par rapport à la norme. J'aimerais inviter les milieux de travail intéressés à témoigner dans une capsule vidéo, à participer à l'étude de cas ou à prendre la parole à l'occasion d'un prochain webinaire en français. S'il vous plaît, communiquez directement avec ma collègue Samantha Kolopak. Son courriel figure en bas de l'écran. Et maintenant, je vais inviter notre premier invité de la journée, François Legault, à prendre la parole. François Legault a plus de 30 années d'expérience dans le domaine de la santé mentale et la productivité des employés des organisations. Dans les 13 dernières années, il fut à la tête de plus importants programmes d'aide aux employés internes au Canada, ainsi que président de la Société nord-américaine des programmes d'aide aux employés. Et il est un des acteurs de la norme nationale pour la santé et sécurité psychologique au travail, ainsi qu'instructeur agréé des premiers soins en santé mentale. Au courant de sa carrière, il fut enseignant, médiateur, conseiller, directeur clinique, exécutif autant dans le secteur public que privé. Il croit dans la créativité et la capacité de tout individu de concerter avec des changements et de s'adapter selon le soutien et l'opportunité qui lui sont présentées. Et je vais juste j'ai juste un petit problème technique, mais je vais... Oui, OK, c'est réglé. Parfait. Oui, ça va. Bienvenue, François, et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci, j'étais un peu muet devant toute cette présentation de ta part. Désolé. Pas de problème technique, oui. Alors, merci et bonjour tout le monde. Il est important de comprendre qu'une norme est adoptée de façon volontaire. Il ne s'agit pas de réglementation ou de loi. Cependant, dans certains cas, elle peut informer et influer les jugements juridiques si elle est présente dans plusieurs milieux de travail. Mais elle peut aussi protéger un employeur sur le plan litigieux par le fait qu'on fait preuve d'un effort concerté par l'employeur de protéger et de soutenir ses employés souffrant de lésions ou de problèmes de santé psychologique. Car il faut comprendre que la norme établit les jalons d'un système d'identification de risques à la santé ainsi que des mesures pour prévenir, protéger, mitiger et soutenir les employés. Il ne s'agit pas d'une mesure ponctuelle et qu'on peut par la suite oublier. C'est un effort soutenu et un cycle d'évaluation, de planification, d'action et de correction. La clé dans tout ça est aussi une participation inclusive des employés de tout rang, ainsi qu'un soutien des chefs de l'entreprise. Vous êtes déjà à la diapo numéro 7. Ici, on voit le cycle mentionné auparavant. Il s'agit d'un cycle d'un système et non d'un programme ou d'une intervention ponctuelle. Vous voyez ici, en plus de détails, qu'il s'agit d'agir, d'évaluer, de corriger, mais avant tout, au départ, il faut bien apprécier la situation qui existe dans son organisation. Les ressources sont indiquées dans les annexes de la norme elle-même pour aider l'entreprise à effectuer les premiers pas et agir selon les objectifs mesurables dans un plan qui sera développé et endossé par un comité ou par la gestion senior, dont la représentation encore de ce comité se doit d'être inclusive. Non seulement pour avoir une perspective partagée de la situation, des forces de l'entreprise, de l'organisation, mais aussi des faiblesses, et quelles sont les priorités. Mais aussi pour avoir un engagement de tous les niveaux de l'organisation. On passe à la prochaine diapo.
Selon les expériences vécues jusqu'à date, il y a généralement deux approches possibles pour commencer le bal. Soit que les chefs de l'organisation sonnent le diapason, donnent le ton, si vous voulez, et les autres s'enlignent pour mettre en œuvre le système de santé et sécurité psychologique. Ou bien, soit une équipe se forme avec le soutien des chefs pour débroussailler et faire un inventaire du profil de l'organisation et fait ensuite une recommandation à l'équipe de gestion supérieure de l'organisation sur un plan d'attaque. Bien sûr, la petite ou moyenne entreprise peut faire ceci de façon beaucoup moins formelle et dans les annexes de la norme, il y a un exemple du processus pour les entreprises de différentes tailles. Prochaine diapo. Vous voyez là, on embauche déjà, on engage déjà dans une discussion des trucs pour faire avancer les choses. On prend pour acquis que si vous êtes participant au webinaire, vous êtes intéressé. Alors, on vous offre certains petits trucs qu'on a appris justement des expériences de d'autres organisations. C'est très important d'avoir un cas d'affaires qui est bien fondé, à la fois sur les coûts de ne pas agir et les coûts de la situation présente. Des détails statistiques sur l'utilisation des services de santé, d'assurance santé, assurance invalidité s'il y a lieu, accidents au travail, lésions et accidents de nature psychologique, aussi l'absentéisme en général et certains litiges qui sont soit actuels ou potentiels dans l'organisation. Ça peut être des demandes, des griefs par exemple, le nombre de griefs, etc. Alors, faire un bon profil de où se situe l'organisation est toujours important pour motiver l'intérêt de la gestion supérieure. Les études de cas démontrant soit le coût ou les avantages économiques du soutien du travail seront aussi utiles. Et il y a plusieurs études qui sont couramment en fonction. Il y a des organisations aussi qui ont déjà commencé le bal et qui sont prêtes à partager ces études-là, les études qu'ils ont faites à l'intérieur de leur organisation. Et enfin, négligeons pas les témoignages. Dans chaque organisation, dans chaque groupe d'employés, vous allez trouver des employés qui ont été touchés de près par des situations de maladie mentale, de blessures psychologiques, des proches, soit eux-mêmes ou des proches. Un bel exemple, c'est l'ancien ministre des Finances, Michael Wilson, qui a perdu un fils au suicide. Prochaine diapo. Des trucs pour engager des chefs. Rien qui en vaut la peine est facile, comme disait mon père. Il est utile de penser à des étapes et des trucs pour aider à avancer et de ne pas perdre l'espoir. Les chefs sont souvent craintifs, comme on le sait, de la perception de leur organisation et de leur rendement. Ils sont aussi quelquefois craintifs de savoir le profil réaliste de l'organisation, surtout si c'est plutôt négatif. Et personne n'aime se comparer. Alors, la misère aime bien la compagnie. N'oubliez pas donc de souligner que nulle organisation est parfaite et qu'il y a toujours place à l'amélioration. Donc, soulignez qu'ici, il s'agit d'un mouvement national et voici la chance de ne pas être laissé en arrière. Soulignez les forces plutôt que les faiblesses de l'organisation. Et ça devrait être souligné dans votre évaluation de base. Dans la première bulle que vous avez vue à la diapo 7 qui parlait d'apprécier. Soulignez combien ça coûte en temps et en argent pour l'engagement social courant de l'organisation et combien une partie de cette somme pourrait faire croître le mieux-être dans l'entreprise elle-même, ainsi que contenir soit des coûts reliés à la maladie ou aux troubles de santé mentale, les blessures, les pertes de productivité, les coûts d'assurance maladie, invalidité, etc. La norme est un outil pour mieux gérer les risques de litige aussi, de perte de productivité et de concurrence dans le marché. Le retour sur l'investissement est important ici aussi. Il s'agit de parler de réduction d'absentéisme ou d'absence au travail, de présentéisme, si vous n'êtes pas familier avec ce terme, qui n'est toujours pas dans les dictionnaires.
Le présentéisme est un phénomène où les gens se présentent au travail, mais ils ne sont ni aptes à travailler ou à produire et pourraient facilement être absents. Les coûts et aussi les primes d'assurance, soit la CSST dans le cas du Québec ou l'assurance emploi, l'assurance accident dans les autres provinces, l'invalidité, le remplacement des employés, le coût de formation qui sont réduits et la retention des bons employés. La prochaine diapo parle des trucs pour aider la mise en œuvre. Dans les annexes de la norme, vous trouverez des ressources qui sont gratuites. Il y a un guide pour employeurs disponible sur le site web de la Commission, un outil d'évaluation des risques psychosociaux au travail via le site Guarding Minds at Work et le Centre pour la santé mentale au travail de la Great West Life vous offre des outils multiples qui sont gratuits aussi pour les gestionnaires, les employés, sur comment négocier le soutien que vous avez besoin de votre employeur pour rester au travail, sur la question des accommodements et le retour au travail graduel, etc. Vous voyez quelques-uns des outils comme le guide pour les employeurs, les 13 facteurs de risque psychosociaux de Guarding Minds at Work et qui se retrouvent aussi dans la norme de santé et sécurité psychologique. À la prochaine diapo, on parle des trucs pour soutenir le coût. Comme il s'agit d'un processus et non d'une intervention unique et ponctuelle dans le temps, il est important de soutenir l'engagement des gens. On commence par engager les bonnes personnes dans le processus. Trouver des gens qui sont énergétiques, qui ont une passion pour la chose. Aller chercher du soutien, si possible, à 2 niveaux supérieurs à vous. C'est toujours important parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de migration dans les organisations gouvernementales, même dans le secteur privé, avec le contingent de gens qui approchent la retraite. Il va y avoir des changements dans la gestion senior, supérieure, la haute gestion de votre organisation. Donc, il est important d'avoir plus qu'un ou 2 champions. Mais il va toujours y avoir au moins un champion qui va être de façon formelle. Un budget qui est réaliste, mais qui vous offre la chance d'aller chercher des ressources à l'externe quand vous en avez besoin. Une affectation des gens qui sont chargés du projet, c'est-à-dire qu'on les libère de leur 8 à 5 afin qu'ils puissent vraiment se concentrer sur le projet. Et une équipe, ça veut dire être bien entouré aussi de gens qui peuvent comprendre et surtout communiquer le processus. La communication avec les instances multiples dans l'organisation, autant la haute gestion que les employés, que les représentants des employés, est très importante. Et développer un plan qui est approuvé et suivez-le. Ça va vous éviter de faire des demandes multiples pour la permission de faire ceci et de faire cela. Et pensez preuves et mesures de succès dès le départ dans votre plan afin que vous pouvez, à n'importe quel temps, souligner le progrès qui a eu lieu. Prochaine diapo. Je crois maintenant c'est le tour de Catherine de nous parler de l'expérience Lundbeck. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, François, pour votre exposé si intéressant. Et notre deuxième invitée est Mme Catherine Barry, possédant près de 20 minutes, c'est pas plus que ça, possédant près de 20 ans d'expérience dans la gestion des ressources humaines et dans les 9 dernières années au service de Lundbeck Canada, en tant que directrice principale des ressources humaines et de l'administration. Catherine fut à même de développer la fonction RH en place de la rendre plus stratégique au sein de l'organisation. Catherine a su développer et faire valoir son expertise tout au long de sa carrière, notamment dans la gestion de la performance et du développement organisationnel, où elle a implanté de nombreux programmes ayant pour but d'optimiser la performance organisationnelle et également de répondre aux besoins, développement et au bien-être des employés. Bienvenue, Catherine. Oh, attendez. Bon, allez-y, Catherine. Merci, Lise.
Alors, bonjour à tous. Avant de vous parler de Lundbeck Canada et du programme de mesures de normes psychologiques, de santé psychologique, j'aimerais ça prendre quelques instants pour vous raconter une histoire. C'est l'histoire de la petite fille qui après une tempête des mers, marchait sur la plage et évidemment, après la tempête, une quantité innombrable d'étoiles de mer s'était échoué sur la plage et évidemment était en danger de mort. Et la petite fille, voyant tout ça, s'est dit je vais m'impliquer, je vais remettre les étoiles de mer dans l'eau, à la mer, les relancer à la mer pour leur permettre de survivre. Alors, c'est ce qu'elle a commencé à faire. Il y a un vieil homme qui passait par là, l'a vu faire et lui a dit mais qu'est-ce que tu fais? Avec toutes ces étoiles de mer, tu ne feras jamais la différence. Et la petite fille lui a répondu, mais ça va faire la différence pour celle-ci, en tenant une étoile à la main. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire-là? C'est que Lundbeck a décidé de s'impliquer en santé mentale pour faire la différence. Et quand on veut faire la différence, eh bien, on pense, bien entendu, à chacun des patients qu'on peut aider. Prochaine diapo, s'il vous plaît. En parlant de santé mentale, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous donner quelques informations. Est-ce que vous saviez qu'une personne sur 5 souffre de dépression au Canada? C'est énorme, 20 4000 suicides par année, c'est 6 fois plus que le nombre d'homicides qui sont commis au Canada. 500 000, c'est le nombre de personnes par jour qui ne se présentent pas au travail. Alors, c'est plus ou moins la population de Terre-Neuve au complet. Et 51 milliards, ce sont les coûts reliés à la santé mentale au Canada. Alors ça, c'est énorme. Donc, tout ceci pour vous dire que on se doit d'investir de plus en plus dans la prévention de la santé mentale au Canada. C'est absolument crucial. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour vous parler de Lundbeck, on a choisi, nous, de nous investir dans la santé mentale pour faire la différence. Alors, notre mission, c'est bien sûr de soigner les personnes qui vivent avec des troubles psychiatriques. Et dernièrement aussi, on a bien sûr ajouté un champ thérapeutique à notre champ d'affaires. Et bien sûr, on a développé nos activités au niveau de l'hémato-oncologie. Alors, pourquoi? Parce que les personnes qui vivent avec des troubles psychiatriques ou un cancer méritent mieux que ça. C'est ce que nous croyons. Prochaine diapo. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler de Lundbeck. Alors, vous avez sûrement le réflexe de vous demander, bon, qui c'est ça, Lundbeck? Hein? Quelle entreprise? Qu'est-ce qu'ils font, tout ça? Alors, Lundbeck, c'est Lundbeck Canada, qui est une filiale, bien sûr, de Lundbeck ES, situé à Copenhague. Alors, nous, on est établis ici à Montréal depuis 1995. Alors, la maison mère de Lundbeck est située à Copenhague, au Danemark. Donc, c'est vraiment une société danoise qui a débuté en 1915. Donc, Lundbeck Canada, qui a vu le jour en 1995, bien sûr, depuis plusieurs années, on travaille à offrir des bonnes pratiques à nos employés, de faire en sorte de s'améliorer. Alors, dernièrement, on a été, je vous dirais, choisi en 2012 et 2013 comme l'un des 20 meilleurs employeurs à Montréal. Et bien sûr, dernièrement, vous avez peut-être vu l'article dans le journal de Globe and Mail, on a été choisi comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada pour l'année 2014. Alors, on en est très fiers. Alors, comme je vous disais, Lundbeck est dédié aux maladies du cerveau, alors neurologie, psychiatrie, et récemment, nos activités là, se sont élargies au niveau de l'hémato-oncologie. Prochaine diapo. À titre informatif, Lundbeck investit environ 20 de ses recettes globales pour la recherche et le développement dans différents projets de recherche, études cliniques, etc., etc. Alors ça, c'est très important pour une entreprise pharmaceutique, bien sûr. Prochaine diapo.
Alors, pourquoi implanter un programme de mesures de santé et sécurité psychologique au travail? Qu'est-ce qui nous motive à nous mobiliser dans cette avenue-là? Bien, la première chose, c'est qu'on voulait vraiment offrir un environnement de travail qui était sain à nos employés. Hein. On fait tout ce qu'on peut, bien sûr, pour que ce soit le cas, mais on veut davantage améliorer tout ça. Et en tant que pionnier dans le traitement de la santé mentale, depuis 1915, on se devait, on voulait, on était vraiment mobilisés à montrer l'exemple. Alors, encourager d'autres entreprises à entreprendre, bien sûr, la discussion, le discours sur la santé mentale. Donc, on essaie, bien sûr, de parler alentour de nous et de favoriser cette discussion-là, mais d'encourager d'autres entreprises à dire, ben, on va faire le saut puis on va se lancer. Quand au départ, on a commencé à regarder le programme, bon, on s'est rendu compte que c'était pas quelque chose, c'était pas une tâche nécessairement facile. Il y avait beaucoup de contenu, tout ça, alors c'est une tâche importante. Mais on a trouvé de l'aide. On s'est d'abord penché sur le programme Guarding Mind de Great West. Et puis finalement, on a parlé avec une dame de Morneau-Chapelle qui, bien sûr, nous a fait un plan pour nous aider à implanter ce programme-là. Et bien sûr, au fur et à mesure qu'on a regardé le programme, on s'est rendu compte qu'on avait déjà beaucoup de ces mesures-là en place. Alors, les entreprises qui ont une bonne santé au niveau des politiques internes, alors déjà, je suis convaincue que vous auriez sûrement plusieurs mesures déjà en place. Alors, c'est le cas chez Lundbeck. Alors, je vais vous parler de ces mesures-là, justement. Prochaine diapo. Alors, quelques exemples de mesures déjà en place, notamment les pratiques de gestion flexible centrées sur l'équilibre travail-vie personnelle. Vous avez certainement entendu parler de ça, l'équilibre travail-famille, work-life balance, comme on dit en anglais. Alors, Lundbeck, il y a environ 2 ans, a décidé d'établir une horaire flexible à ses employés, dire, bon, ben, entre, par exemple, 9h et 3h30, 9h30, 3h30, vous devez être au travail, mais à l'extérieur de cette plage horaire-là, c'est à vous de fixer votre temps de travail. Alors, si les gens arrivent plus tôt, parfait, ils peuvent quitter plus tôt, ou s'ils préfèrent arriver plus tard et partir plus tard, on leur fait confiance, donc on leur donne cette latitude-là. On parle aussi de télétravail. Alors, de plus en plus, hein, la technologie nous permet de faire du travail de la maison ou d'un autre lieu, et ça, les employés apprécient ça énormément. La reprise du temps, par exemple, du temps de voyagement durant les week-ends, alors ça, on a mis ça en place l'an dernier aussi, pour soutenir les employés qui voyagent durant les week-ends pour aller à différents congrès, conférences ou tout simplement pour des réunions d'affaires un peu partout dans le monde. Donc, on s'apercevait que c'était quand même important le temps que les employés prenaient durant leur temps personnel et on ne voulait pas ça. Alors, on s'est dit, ben, on va permettre la reprise du temps. On offre aussi, probablement comme plusieurs autres entreprises, un 500 $ annuellement dédié à une activité reliée à la santé physique. Bien sûr, là, on encourage la pratique d'activité physique, mais bien sûr aussi pour toute activité reliée à la santé psychologique. Alors, si quelqu'un dit, ben, moi, ce qui me fait du bien, c'est plutôt d'aller, par exemple, prendre un cours de peinture ou de photographie plutôt que de faire du kickboxing. Ben à ce moment-là, l'employé peut investir ce 500 $-là. Donc, pour soutenir le bien-être, la relaxation, etc. Et bien sûr, on a un excellent programme d'aide aux employés en place avec Morneau-Chapelle. On a aussi un sondage annuel de satisfaction des employés. Vous connaissez certainement ce que c'est. Bon, de plus en plus, on en parle. Notre sondage est opérationnel chaque année. Alors, on lance le sondage au printemps et on communique les résultats aux employés. Donc, on les tient au courant, bien sûr, des problèmes et des points forts aussi. Bon, il y a beaucoup d'efforts qui sont soutenus parallèlement à ça dans la reconnaissance du travail des employés. Alors, on a un programme de reconnaissance où on a différents types d'étoiles. Alors, pour faire référence à notre logo, Lundbeck, alors
alors l'étoile de mer, alors l'étoile de bronze, l'étoile d'or, l'étoile d'argent et d'autres aussi, pour souligner des efforts, des bons coups, je dirais des résultats aussi du travail des employés. On investit beaucoup aussi dans la formation et le développement des employés. On a mis en place l'an dernier, mais c'est encore en train de se finaliser un chemin de carrière pour soutenir le développement des employés et bien sûr, comme plusieurs autres entreprises, des politiques contre le harcèlement, la discrimination, etc. Alors, toutes ces mesures-là qu'on avait déjà en place, on s'est dit, c'est quand même fantastique parce que on est déjà sur la bonne voie. Il nous manque peut-être quelques petites choses et pour améliorer et vraiment pouvoir dire qu'on a tout le programme en place. Prochaine diapo. Je ne peux pas passer sous silence les facteurs de succès d'une telle implication. Je vous mentirais si je vous disais que l'implication de la haute direction n'est pas important. C'est un facteur essentiel, crucial dans la crédibilité du projet. Pourquoi? Parce que ça doit venir du haut de l'entreprise. Si on n'intervient pas à sensibiliser et à impliquer la haute direction, le président, le comité de gestion, je vous dirais que ça part mal. Alors, il faut prendre le temps de parler à nos intervenants, nos dirigeants et de dire, voici, c'est là où on s'en va et est-ce que vous embarquez, est-ce que vous croyez à ce projet-là? Dans le cas de l'UNBEC, c'est ce qu'on a fait. Alors, tous le comité de gestion ensemble, on a discuté, on a parlé de ça et bien sûr le président et on a obtenu l'aval de tous ces gens, ce qui facilite grandement parce que finalement, on parle un même langage. On a aussi, bien sûr, communiqué très clairement de façon transparente notre souhait de s'impliquer dans cette avenue-là, ce programme-là de mesures de santé psychologique à nos employés. Et bien sûr, je ne vous cacherai pas que c'est un effet de levier de le communiquer et de dire, voici, ça c'est notre engagement, on pense faire ça pour la prochaine année, etc., etc. C'est vraiment important. Si vous voulez mobiliser vos employés, c'est une marque de respect aussi. Et ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est bien sûr, parce qu'on a déjà un sondage en place, c'est de dire, à travers le programme, on va voir à quel égard on peut impliquer nos employés aussi, peut-être en faisant un autre sondage complémentaire pour aller juste valider un certain type d'information ou tout simplement faire des focus group, toutes sortes de choses comme ça. Alors ça, c'est important aussi d'impliquer les employés. Et dernier point, un autre facteur de succès qu'on veut bien sûr ne pas négliger, c'est de communiquer à nos partenaires externes la bonne nouvelle, de dire l'UNBEC est fier de s'impliquer dans cette merveilleuse cause-là et qui va de pair avec notre mission, bien sûr, mais je pense que c'est en parlant qu'on va aussi soutenir les autres entreprises à s'impliquer davantage dans ce programme-là. Prochaine diapo. En conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que l'une des choses qui nous tient à cœur chez l'UNBEC, quand on s'implique dans un programme comme ça, c'est vraiment de montrer l'exemple, c'est d'inciter d'autres compagnies, d'autres entreprises, d'autres organismes à nous suivre dans cette avenue-là, puis d'au moins aller voir, lire le programme, de s'informer, puis de dire, est-ce que ça pourrait nous aider d'implanter ça dans notre entreprise? Et on a aussi, c'est tout pour ces raisons-là qu'on a aussi fait un partenariat avec la Commission de la santé mentale du Canada à titre de projet d'études pour servir la cause de la santé mentale. Parce qu'en bout de course, c'est ce qui nous tient à cœur de ça, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes qui souffrent de santé mentale et puis bien sûr de penser à nos employés qui sont les premières personnes à qui on pense, bien sûr, à travers tout ça. Donc, c'est de penser à nos employés d'abord et avant tout. Alors, voilà, j'espère que ça a répondu à un besoin. Si vous avez des questions, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. On demeure disponible pour des questions. Oh, excellent. Merci beaucoup, beaucoup, Catherine. Vous avez déjà fait beaucoup de progrès en implantant la norme, c'est très évident. Et c'est très, très encourageant aussi. On peut prendre quelques questions maintenant et ma collègue Annie Desilets lira à voix vos questions et Catherine ou François vont y répondre. Je te passe la parole, Annie. Merci beaucoup. Alors, j'ai présentement deux questions.
Alors, la première question, c'est qu'il semble y avoir des entreprises ou plusieurs entreprises qui sont présentement dans des instances de grands changements, des périodes de changement, des périodes de coupure. Alors, on se demande pourquoi ou comment est-ce qu'on peut garder le moral pendant ces périodes-là. Je vais répondre à cette question-là. Donc, c'est sûr que dépendamment du secteur d'industrie dans lequel on est, effectivement, on peut être touché par un vent de changement, des coupures, une période difficile ou quoi que ce soit. Et de mon point de vue, comment on peut garder le moral des employés, en tout cas de toutes les personnes au sein de l'organisation? Ben c'est vraiment je dirais, c'est de communiquer clairement aux employés selon quoi on vit, à travers quoi on passe, et d'être franc avec les employés, de dire, ben écoutez, voici où on en est, et de ne pas essayer je dirais, de mettre un diachylon sur le bobo sans vraiment être transparent. Je pense qu'il faut être franc avec les employés, leur communiquer vraiment et leur communiquer aussi clairement où on s'en va. Et dire oui, c'est un petit peu plus difficile, mais en même temps, on a besoin de votre collaboration. On s'en est déjà sorti avant, on va s'en sortir encore, tout va bien aller, mais c'est de les tenir informés. Et l'une des choses qui est bien important de ne jamais oublier quand ça va dans une période un peu plus difficile, c'est que les employés, il faut les mobiliser et c'est hyper important d'investir dans le développement des employés aussi. Donc, une bonne façon de les tenir mobilisés, engagés et de ne pas les décourager parce qu'il y a souvent de l'insécurité à travers les périodes de difficulté, c'est vraiment d'investir puis de les développer. Alors, c'est d'avoir un programme parallèlement qui peut justement aider le développement des employés. Il ne s'agit pas de tous les envoyer faire un MBA, mais c'est des petites interventions pour développer leurs compétences et les tenir motivés, alors qu'ils aient vraiment un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Alors ça peut aussi faciliter grandement le passage au travers d'une période difficile. Merci beaucoup, Catherine. Ça répond très bien. François, auriez-vous quelque chose à ajouter au niveau de la norme? Bien, la norme, essentiellement, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Je ne savais pas si j'étais en mode muet ou non. La norme, essentiellement, c'est d'appuyer les employés dans des situations où ils vivent certains stress. Il est sûr et certain que lorsqu'il y a des incertitudes au niveau de la sécurité d'emploi, c'est un des stress les plus importants dans la vie des employés. Souvent, les organisations, comme ma collègue Catherine le disait, d'engager des employés dans une communication honnête sur ce qui se passe. Mais sans répéter ce que Catherine disait, moi j'ajouterais peut-être aussi de leur souligner qu'ils peuvent penser aussi comment sécuriser leur futur en concentrant sur certains plans d'action, soit que c'est de mettre à jour leur CV. Il y a des ateliers que l'employeur peut donner au niveau de se préparer lorsqu'on sait qu'il va y avoir des coupures, comme dans le gouvernement fédéral. On peut encourager les employés à retourner, à aller chercher de la formation. On peut aussi leur donner des ateliers sur comment mieux se vendre. Il y a toujours l'idée de souligner, sans être faussement optimiste, qu'il y a un contingent important de baby boomers, si vous voulez, qui s'apprêtent à prendre leur retraite. Il va y avoir un besoin de compétences et d'expérience dans la plupart des entreprises. On ne sera pas nécessairement toujours apte à embaucher des jeunes parce que le coût de formation est immense. Alors, c'est de donner aux gens des outils pour mieux se présenter si le besoin y est dans un futur plus ou moins rapproché. Merci beaucoup, François. La deuxième question, que peuvent faire les employeurs pour minimiser la stigmatisation à l'endroit des employés qui reviennent au travail après un arrêt en raison de maladie mentale? Là, je pourrais peut-être la répondre parce que notre organisation, notre programme d'aide aux employés au fédéral
fait plusieurs interventions dans ce sens-là. Nous avons à la fois du coaching qui se fait même dans la phase de préparation au retour de l'employé, avec l'employé, avec le superviseur ou le gestionnaire en question, et avec la collaboration et le soutien ou la permission de l'employé, on peut faciliter un retour au travail en ayant des sessions d'information sur la maladie mentale en général, comment appuyer les employés et les collègues qui font un retour graduel au travail, et des interventions de ce genre-là. Il faut que ça se fasse de façon délicate, sans nécessairement dévoiler des informations de nature privée sur la maladie de l'employé. Mais on peut, ce sont des interventions qui se font de plus en plus. Sans aller nécessairement dans des cas particuliers, on peut faire aussi de la formation avec les gestionnaires sur les premiers soins en santé mentale. C'est très populaire présentement. Il y a plusieurs ministères au fédéral qui s'enlignent pour faire une formation de tous leurs gestionnaires dans cette mode de certification. On reçoit un certificat après 2 jours de formation sur les premiers soins. L'emphase est sur la santé mentale, comment identifier des risques de problèmes de santé mentale, des crises psychologiques que l'employé pourrait vivre en milieu de travail, comment intervenir pour protéger la vie des employés aussi et protéger les autres employés dans le contexte. Alors, souvent des sessions qui ne font que démystifier la santé mentale peut aider grandement dans une situation où il y a un collègue qui se trouve aux prises avec une maladie mentale et qui est absent du travail pour une période plus ou moins longue et qui s'apprête à retourner. Merci beaucoup. Oui, c'est très informatif. Catherine, je crois que vous vouliez aussi peut-être ajouter quelque chose? Oui, ben juste simplement pour parler de l'UNBEC, là, François, c'est très complet ce qu'il vient de dire, mais simplement de dire que nous, on essaie d'être très pragmatique aussi, puis de dire, bon, ben, comment on peut travailler avec les intervenants. On a souvent des intervenants, des intermédiaires de la compagnie d'assurance qui sont identifiés pour travailler avec l'employé en arrêt de travail, puis dire, ben, OK, on va rencontrer l'employeur, on va négocier qu'est-ce qui est raisonnable comme retour au travail, temps partiel, est-ce que ça commence une journée par semaine, 2 jours par semaine. Alors nous, on est très souple de ce côté-là. On veut bien sûr respecter le rythme de l'employé parce que le forcer, ça ne donne rien en bout de course. Et l'employé se sent stressé et perturbé, alors on veut pas ça. Alors, il faut y aller vraiment de façon très délicate et d'impliquer le gestionnaire. Et moi, je suggère toujours aussi une rencontre avec l'employé et le gestionnaire au préalable pour bien établir un plan de retour au travail, quels vont être les mandats, etc., etc. Et nous, aux ressources humaines, on intervient beaucoup aussi en cours de route, comment ça se passe. Est-ce que tout est comme l'employé veut? Est-ce qu'il y a des difficultés, etc., etc. Et on parle aussi avec le supérieur immédiat. Donc, je dirais que c'est un peu là, notre champ de pratique, mais je voudrais juste ajouter que dans le cas de personnes qui, par exemple, souffrent de cancer aussi, parce que c'est un cas qu'on a déjà eu, les gens peuvent aussi être affectés au niveau santé mentale, même si la cause originelle n'est pas la santé mentale. Alors, il faut ne pas négliger cet aspect-là, quelle que soit la cause de l'arrêt de travail. Ça peut aussi affecter la santé mentale de l'individu. Donc, le retour au travail à ce moment-là progressif est toujours approprié. Merci beaucoup, Catherine. François, j'ai une question, je crois, qui s'adresse un peu plus à vous. Il y a quelqu'un qui demande s'il serait possible d'avoir des références de certaines études qui démontrent les avantages économiques du soutien au travail. Ouf! Il y en a plusieurs. Moi, j'encourageais les gens de premièrement voir qu'est-ce qui est disponible dans la section, dans l'annexe de ressources de la norme elle-même. Alors, si on a fait un téléchargement de la norme, puis on s'est inscrit, on va avoir à la fois des ressources qui ont été mises dans les annexes,
des études et aussi il y a un guide pour gestionnaires sur la santé et la sécurité au travail qui est fondé sur une recherche qui a été faite par l'université Simon Fraser, qui a fait une recherche littéraire de toutes les études portant sur le sujet. Ce serait probablement ces gens-là qui seraient les mieux placés là, si on veut vraiment faire un inventaire de tout ce qui a été écrit à ce sujet-là. Et pouvez-vous juste nous rappeler où est-ce qu'on peut trouver une copie de la norme pour la télécharger? Oui, bien sûr. Vous allez au site web de la CSA, ou bien vous pouvez aller au site web du Bureau de normalisation du Québec. Okay. Alors, si vous faites un Google sur Bureau de normalisation du Québec, vous allez avoir accès à un téléchargement gratuit. Si vous préférez aller au Canadian Standards Association, vous pouvez le faire aussi. La version anglaise et française est disponible là aussi. OK. Merci beaucoup. À un ou l'autre, avez-vous des conseils pour minimiser l'harcèlement au travail? On a entendu parler des politiques qui étaient en place. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses que les organisations peuvent faire? Bien, je dirais que dans une perspective pratique, c'est d'informer et de former les gestionnaires et les employés au harcèlement. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement en milieu de travail, le harcèlement psychologique? Ça ressemble à quoi un comportement d'harcèlement au travail? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça? Puis de former nos gestionnaires aussi, parce que des fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de mauvaises intentions, mais il y a des commentaires ou des choses qui se disent qui peuvent donner cette perception-là. Et en informant et formant nos gestionnaires à ce sujet-là, bien, je pense que c'est de leur donner une boîte à outils pour éviter de se mettre dans des situations comme ça. Et la même chose pour les employés. Alors, c'est de dire, ben si jamais ça m'arrive, que je vis une situation comme ça, ben je vais être capable de la reconnaître, puis je vais être capable d'identifier des ressources pour m'aider, puis bon, qu'est-ce que je dois faire si jamais ça m'arrive. Alors, c'est vraiment, je crois, d'informer et puis de communiquer une politique claire et de former tout le personnel dans l'organisation. Si vous permettez, j'ajouterais aussi que de plus en plus, on voit des équipes ou des programmes de gestion et résolution de conflits dans des milieux, dans des organisations plus grandes, évidemment. Et dans ces équipes-là, on a des ressources comme des médiateurs et des gens qui peuvent faciliter des discussions et des partages des employés qui sont en conflit. Et dont le but est de résoudre les conflits le plus tôt possible au lieu de permettre le conflit et des choses de s'envenimer à tel niveau qu'il y a vraiment harcèlement. Alors, c'est un petit peu une prévention secondaire qui est faite par ces programmes de gestion de conflits informels. Et il y a quelqu'un aussi qui demande, en parlant de harcèlement, il me semble que c'est explicitement interdit quasiment partout, mais pas pour les lieux de travail réglés par le CLC. Est-ce qu'il y a quelque chose explicite que j'ai manqué? Vous posez la question à celui qui a posé la question ou à nous? Non, c'est à vous que cette question-là s'adresse, que le harcèlement est interdit partout, peut-être sauf dans les lieux de travail. Est-ce que on a manqué quelque chose? Est-ce qu'il y a une loi? Il n'y a pas de loi nécessairement, mais essentiellement les principes juridiques sur les torts qu'un individu peut faire sur un autre. Les personnes peuvent quand même prendre des actions légales pour se protéger de l'harcèlement. On n'est pas obligé d'avoir une politique nécessairement dans un milieu de travail pour se protéger et agir sur l'harcèlement psychologique ou physique, sexuel, même s'il y a lieu. Il y a des lois criminelles contre certains de ce que je viens de mentionner.
mais il y a aussi des organisations qui vont faire des politiques formelles contre le harcèlement. Et en disant, par exemple, que le harcèlement, il va y avoir, je pense que le terme qu'on utilise en anglais souvent, c'est « zero tolerance ». Alors, tolérance zéro de tout harcèlement qui aurait lieu dans le milieu de travail. Il y a plusieurs organisations qui ont mis en place ces politiques-là et qui ont aussi, en même temps, mis en place des programmes de gestion et résolution de conflits informels. Excellent. Il y a une autre question ici. Alors, quoi faire quand les compagnies d'assurance refusent le retour progressif au travail? Moi, ça ne m'est jamais arrivé, bien honnêtement, d'avoir ce genre de réponse-là. Au contraire, les compagnies d'assurance avec lesquelles j'ai travaillé ont toujours soutenu, en tout cas, à ma connaissance, le retour progressif parce qu'ils savent que c'est un facteur de réussite et ils savent que que ça a un impact sur la réussite du retour de l'employé parce que si une personne revient de façon trop rapide, trop brusque, la personne peut retomber. Alors, ce n'est pas à leur avantage. Et donc, de mon côté, moi, je n'ai jamais vécu cette expérience-là. Donc. Excellent. De mon côté, je dirais que ça dépend. Il y a certains régimes d'assurance qui encouragent justement le retour au travail graduel, puis il y en a d'autres qui vont peut-être pénaliser l'individu sur le plan de compensation. Et donc, ça décourage le retour graduel. Ça encourage plutôt un retour complet lorsque la personne est complètement rétablie. C'est un ancien régime, c'est un régime basé sur des malaises physiques. Puis c'est souvent, il y a un besoin chez l'employeur de regarder à moderniser son régime, à renégocier avec ces compagnies d'assurance-là un régime qui est plus moderne et plus selon les meilleures pratiques, comme Catherine vient de le souligner. Alors, si je comprends bien, il y a quand même une responsabilité qui revient sur l'entreprise de s'assurer que la compagnie d'assurance avec laquelle elles font affaire va supporter ce programme-là. Pas seulement que la compagnie, mais que le contrat qui a été établi avec la compagnie. Il y a des contrats qui ont été établis il y a plusieurs années qui ne font qu'être renouvelés sans nécessairement penser à mettre à jour les pratiques. Bien, merci beaucoup. Alors, on n'a plus de questions. Il nous reste seulement 7 minutes. Alors, je repasse la parole à Lise. Bon, merci beaucoup, Annie, et merci beaucoup tout le monde pour les très bonnes questions. C'est le temps dont nous disposons aujourd'hui et je voudrais remercier M. François Legault et Mme Catherine Barry de nous avoir entretenus aujourd'hui de cette importante nouvelle norme et le progrès qui a été fait déjà. Je voudrais remercier tous les participants qui se sont joints à nous. Cette séance a été enregistrée et elle sera affichée sur notre site web dans quelques jours. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à communiquer avec Samantha Kolopak à l'adresse qui apparaît sur cette diapo. Elle peut vous aider avec vos questions. Et je vous remercie de votre attention et bonne fin de journée.